Merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de ces journées d'études et donc de leur invitation. Alors moi je vais peut-être faire justement la continuité et tenir un propos légèrement dissonant sur la question de la neutralité axiologique. Je pense que c'est une question qui a été beaucoup mobilisée ces derniers temps pour revendiquer une forme de scientificité des sciences sociales, et il me semble intéressant de faire aussi un peu, non pas le point sur ce problème, mais d'ouvrir des pistes. Alors généralement, la neutralité axiologique, elle est considérée comme le marqueur épistémique d'une attitude de connaissance. Une attitude de connaissance, c'est-à-dire être positivement neutre, serait la manière de se mettre à l'écart des débats idéologiques et des prises de position militantes. Finalement, être neutre axiologiquement serait se garantir contre tout risque de porosité entre militantisme et science. Alors, si je laisse de côté la manière très orientée, effectivement, en France, dont a été reçu ce précepte épistémologique attribué à Max Weber dans les années 70, il me semble qu'on peut proposer malgré tout, parce qu'il s'agit d'une valeur importante, d'une valeur épistémique importante, on peut en proposer une lecture et une histoire sans doute moins dogmatique. Cette valeur épistémologique, et je parle bien de valeur, j'y reviendrai, a une histoire, ce qui veut dire qu'elle ne naît pas de rien, et qu'elle s'institue comme une valeur épistémologique dans un contexte sur lequel il faudrait revenir. Je ne pourrais pas le faire ici, ça demanderait trop de temps. Mais je renvoie à un très beau livre, déjà ancien, de Stephen Chapin, qui a proposé, dans le cadre d'une socio-histoire des sciences, et notamment d'une socio-histoire de la valeur de vérité, quelques hypothèses qui, me semble-t-il, doivent nous inviter à la réflexion. Dans son beau livre « Social History of Truth », qui paraît en 1995 dans l'édition originale, il montre que l'institution de la vérité, comme valeur épistémique cardinale, a supposé des conditions éthiques, sociales, en un mot culturel, particulières qui se sont réalisées à l'occasion du siècle des révolutions scientifiques, c'est-à-dire au XVIIe siècle en Angleterre. Et qu'au principe de cette constitution se trouvent des valeurs morales qui reposent sur la confiance, la probité, et un ensemble de pratiques, je reviendrai sur ce terme, qui renvoient notamment au modèle de la conversation entre gentlemen au XVIIe. Il s'agit alors de comprendre que, pour cet auteur, de quelle manière se fait, à l'occasion de la constitution sociale, d'un cadre d'observation des faits, et je mets faits ici entre guillemets, et de leur interprétation, un accord ou des désaccords, et quelles sont les règles qu'il faut respecter pour dire l'accord ou le désaccord. Et son hypothèse, c'est de montrer que l'accord sur les règles que l'on doit respecter pour décrire des faits et les règles que l'on doit respecter pour dire que l'on n'est pas d'accord sur l'interprétation des faits, eh bien ces règles relèvent de la transposition et de la traduction d'un modèle de valeur morale qui structure la conduite de conversation mondaine et leur adaptation à la situation d'observation collective des faits. Autrement dit, il s'agit là d'un modèle qui existe déjà et dont on va proposer par la pratique une traduction. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner que l'épistémologique résulte en quelque sorte de l'éthique et du social. Nos valeurs épistémiques, propres à dessiner l'éthique de la conduite scientifique, qu'il s'agisse d'ailleurs des sciences expérimentales ou des sciences sociales, sont en une certaine manière la traduction d'exigences morales et sociales qui portent notamment sur la probité, l'honnêteté, la transparence, la loyauté. Mais, et il faut le rappeler, il s'agit bien ici de valeurs. Et en cela, la conduite du savant est toujours axiologiquement déterminée. Ce qui veut dire, en ce contexte, la valeur de neutralité est une valeur. Donc, quand il s'agit dans le discours qui a été médiatisé de dire qu'il faut se mettre à l'écart des valeurs, c'est une ineptie ou une contradiction dans les termes. Donc, qu'en est-il de cette valeur de neutralité ? Eh bien, tout d'abord, il ne s'agit pas ici d'une valeur individuelle, ou plutôt, il ne s'agit pas d'une valeur qui détermine individuellement la conduite du savant. Si l'on admet avec les historiens et les sociologues des sciences que ces valeurs émergent comme des instruments de régulation des conduites des savants, alors parler de neutralité
ne peut avoir de sens qu'en référence à une communauté épistémique. Ce qui veut dire aussi que l'opérativité de ces valeurs relève du fonctionnement et de la régulation des conduites au sein de la communauté épistémique. De surcroît, et je crois que c'est très très important ici, ce qu'il s'agit d'étudier pour Chaplin notamment, mais pour les historiens et les sociologues des sciences, ce sont des conduites, c'est-à-dire des comportements, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des pratiques. Car connaître, ça implique des attitudes, des conduites, des pratiques. En un mot, connaître, c'est agir. Je laisse donc de côté ce point qui me paraît absolument décisif, que la connaissance dans le domaine des sciences, y compris des sciences sociales, bien sûr, ne relève pas simplement d'un discours abstrait de la méthode, c'est aussi un ensemble de pratiques. Et qu'à ce titre, l'épistémologie ne peut pas se limiter à édicter des règles générales. Elle implique ce que John Stuart Mill, dans le 6e livre de sa science de la logique, appelait une éthologie, c'est-à-dire une science de la conduite, ou encore ce que Pierre Bourdieu appellera praxéologie. Et c'est, une fois encore, me semble-t-il, le rôle de la communauté épistémique que de pouvoir contrôler le respect de ces règles et la socialisation scientifique qui permet de constituer les habitus savants correspondants, reconnus et admis par les membres de la dite communauté. Et sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dernier exposé qui a été présenté, à savoir que cette prise de conscience de la position, sa situation, elle ne se fait jamais isolément et individuellement. Elle se fait par le biais d'interactions complexes et multiples qui caractérisent précisément le fonctionnement d'une communauté épistémique. Ainsi, si la neutralité axiologique est bien une valeur importante, qui peut fonctionner comme un horizon de sens ou un idéal régulateur, dirait Kant, ce n'est qu'au sein de la communauté savante, et comme tout ensemble de règles, méthodologiques notamment, qui la déterminent, elle est susceptible d'amélioration, d'adaptation dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, n'en déplaise aux thyriféraires de la science positive, pour ne pas dire positiviste, les valeurs ont une dimension historique et elles sont susceptibles d'être rediscutées, adaptées. Plus encore, elles se traduisent par des conduites, des attitudes de connaissance dont les principes sont reconnus, validés par la communauté scientifique. En d'autres termes, ce n'est pas être relativiste que de prendre acte, d'une part, de l'historicité de cette valeur de neutralité et des valeurs qui lui sont corrélatives, la neutralité, la vérité, l'objectivité, et d'admettre que leur application, leur pouvoir normatif, relève de règles de méthode, par exemple les règles de la méthode sociologique de Durkheim, reconnues et appliquées dans chaque communauté scientifique, dans chaque domaine des sciences sociales. Et ces règles n'ont d'effectivité qu'à travers des attitudes, des conduites, des comportements ou des pratiques de connaissance. Et à ce titre, qu'il s'agisse des règles de la méthode sociologique ou du métier de sociologue, ou d'autres textes de méthodologie, on peut aussi les considérer comme autant de traités de praxéologie. Si l'on poursuit ainsi le raisonnement, la question se pose alors de comprendre de quelle manière ces valeurs, notamment celles de vérité, de neutralité, qui ont supposé pour leur constitution comme autant de règles de conduite, comme autant de détermination de l'attitude de connaissance, des conditions sociales et historiques spécifiques, comment donc ces valeurs peuvent-elles être plus que leurs conditions sociales d'apparition ? C'est la question que formule Pierre Bourdieu dans son dernier cours, qui est absolument, que je trouve assez génial, quoique très dogmatique. C'est la question qu'il pose dans son cours de 2001, Sciences de la science et réflexivité, où il pose la question de savoir comment ces valeurs de vérité, d'objectivité, sont plus que les conditions historiques et sociales de leur apparition. Et il va développer dans une veine qui n'est pas vraiment la sienne, mais malgré tout, il cite Kant, il cite Habermas, etc. Il parle même de la discussion savante comme un dialogue socratique. Il va donc se poser la question et répondre à cette question. C'est l'arrachement aux conditions historiques d'apparition qui est porté, nous dit-il, par la généralisation
de l'éthique de la conversation critique. C'est en respectant les règles de l'échange en milieu savant, nous dit-il, où doit prévaloir, et l'image est assez forte, la force doit prévaloir sur la force sociale des positions, ce qu'il appelle la force logique des arguments. Et ces valeurs deviennent opératoires et elles acquièrent une force normative dans ce contexte de ce qu'il appelle encore une conduite de critique généralisée, une forme d'état de nature où la médiation inter-individuelle, inter-savant, est précisément cette éthique de la conversation critique. Et cette substitution de la force des arguments à la force des rapports sociaux, elle n'est possible, selon Bourdieu, qu'à deux conditions. D'une part, l'indépendance relative du champ scientifique, et j'insiste sur l'adjectif relatif ici, parce que, évidemment, le champ scientifique n'est jamais indépendant, et on le voit bien par la marchandisation des appels à projets, par le fait qu'on transforme le statut du chercheur de fonctionnaire à contractuel, le passage de la fonction au contrat, c'est quand même assez intéressant là aussi. Parce que la transformation, elle n'intervient pas simplement dans la logique du marché, elle intervient aussi sur le statut des chercheurs. Donc, quoi qu'il en soit, la première condition, c'est donc celle de l'indépendance relative du champ scientifique, et la seconde, c'est la généralisation de l'attitude critique, comme ce qui permet de mettre à l'épreuve la valeur épistémique des arguments, des hypothèses, des faits que l'on établit au moyen d'enquêtes qui sont contrôlés par des dispositifs de méthode, etc. etc. Alors j'en viens maintenant au dernier point que je voulais aborder pour toujours discuter sur cette valeur, c'est la question du pluralisme. Tout ce que je viens de dire montre à l'évidence, et c'est toujours en rapport avec la question de la neutralité axiologique, que le point de vue d'où l'on parle est un point de vue toujours situé. Ne serait-ce que parce que l'on appartient à une communauté épistémique, c'est-à-dire à une condition sociale privilégiée. Être membre reconnu de telle communauté, cela veut dire franchir les contraintes de recrutement, ça veut dire accepter et intégrer les principes d'une socialisation scientifique qui sont propres à chaque communauté avec des spécificités. Et tout cela fait que la condition de savant n'est pas une condition en apesanteur, elle implique la capacité sociale et intellectuelle de se mettre à distance pour observer et contempler un objet. Je rappelle au passage que l'étymon de théorie, c'est précisément le spectacle. Et ça suppose une distance du spectateur à la scène qu'il contemple. Donc se mettre à distance relève de la condition sociale de la scolée, et le point de vue que l'on y adopte n'est pas indifférent. Il n'est en tout cas pas celui de l'agent ordinaire, immergé dans les urgences de la pratique et les nécessités de la vie pratique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que parler de neutralité axiologique, comme d'une exigence épistémique incontournable, ne doit pas signifier que l'on adopte pour autant un point de vue neutre, c'est-à-dire universel. Le point de vue de nulle part, dirait Nigel, ou encore, pour parler comme Haraway, le point de vue du truc divin. Si le point de vue est situé, alors respecter le principe de neutralité axiologique veut dire que celui-ci n'a de signification et de valeur qu'en rapport avec la situation du point de vue auquel on se place. Ou ce qui revient au même que l'explicitation du point de vue auquel on se place enveloppe nécessairement la prise de conscience, et je rebondis sur ce que vous avez dit, de notre situation, et que cette explicitation, elle n'est pas contradictoire avec la revendication d'une objectivité, pour autant que ce qui détermine le point de vue de description soit expressément rendu explicite. Ce qui inclut de définir les valeurs depuis lesquelles je construis mon point de vue, ce que Max Weber appelait le rapport aux valeurs. Donc la conséquence majeure sur le plan épistémologique de tout ceci, c'est que si l'on s'accorde sur le fait que ce qui définit un point de vue, c'est la délimitation entre le visible et l'invisible, ou le non-visible plus exactement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, évidemment. Ou ce qui revient au même, que rendre visible suppose de rendre non visible, alors
de tout ceci, il résulte que la pluralité des points de vue n'équivaut pas du tout à un relativisme, mais que, au contraire, cette pluralité des points de vue, elle permet de prendre en charge un nombre d'expériences beaucoup plus grand et une surface de visibilité des objets beaucoup plus étendue. Là encore, je laisserai de côté cette question qu'évoquait déjà Donna Haraway dans son Cyborg Manifesto, à savoir que c'est l'articulation des points de vue qui permet d'envisager de manière positive et non relativiste la pluralité des regards sur le monde. Je conclurai sur ce point. Il est possible donc de revendiquer avec pertinence un pluralisme épistémologique sans pour autant verser dans le relativisme. Je vous remercie.